Nous avons appris hier que Kiev et Washington ont conclu mardi dernier un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Si les termes exacts du pacte ne sont pas encore connus, le projet d'accord ne prévoit plus que l'Ukraine doive contribuer à hauteur de 500 milliards de dollars à un fonds détenu par les États-Unis, comme l'exigeait Donald Trump. Et à l'international, l'Agence internationale de l'énergie atomique tire la sonnette d'alarme. En effet, dans un rapport très suivi et publié hier, l'AIEA s'inquiète de voir que l'Iran a augmenté de manière très préoccupante ses réserves d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Un niveau qui permettrait, selon les experts, de produire 6 armes nucléaires. Selon le rapport de l'ONU, Téhéran aurait amassé environ 275 kilos d'uranium hautement enrichi à 60% au 8 février contre 182 kilos fin octobre, ce qui représente une augmentation de 50% en seulement 15 semaines. Autrement dit, l'Iran produit désormais en un mois suffisamment de matière fissile pour fabriquer une arme nucléaire. Ces avancées militaires interviennent alors que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a écarté mardi dernier toute négociation directe avec les États-Unis dans le contexte actuel de pression maximale du président américain Donald Trump autour du programme nucléaire iranien. Je vous rappelle par ailleurs que les États-Unis de Donald Trump se sont retirés en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu 3 ans plus tôt et qui offrait à l'Iran un allègement des sanctions en échange d'une limitation de ses ambitions nucléaires. La Russie est partie de cet accord signé également par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Chine. Et en représailles au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, Téhéran est revenu à son tour sur ses engagements et a fait progresser son programme militaire, son programme nucléaire, jusqu'au point que l'on commente ce matin. Toujours à l'international, nous avons appris hier que Kiev et Washington ont conclu mardi dernier un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Si les termes exacts du pacte ne sont pas encore connus, le projet d'accord ne prévoit plus que l'Ukraine doive contribuer à hauteur de 500 milliards de dollars à un fonds détenu par les États-Unis, comme l'exigeait Donald Trump lors des négociations. Selon le Financial Times, l'accord prévoit en revanche la création d'un fonds auquel l'Ukraine allouera 50% des futurs revenus provenant de l'extractation de minerais, de pétrole et de gaz. Le fonds sera utilisé pour investir dans des projets en Ukraine. Quant aux garanties de sécurité américaines sur lesquelles Kiev avait initialement insisté en échange de son acceptation de l'accord, le texte ne semble pas y faire référence. La version finale de l'accord prévoit qu'il devrait être ratifié par le Parlement ukrainien. Le gouvernement ukrainien a donné son accord hier. Reste que le Parlement le fasse maintenant, conformément à la loi ukrainienne sur les traités internationaux. Mais elle ne prévoit aucune disposition similaire pour les États-Unis, où l'obtention de la majorité des 2/3 nécessaire au Sénat constitue depuis longtemps un obstacle à la ratification des traités. Notons par ailleurs que le président américain recevra Volodymyr Zelensky à Washington ce vendredi pour finaliser cet accord. Une réponse avec fermeté. Et alors que Donald Trump a affirmé que l'Union européenne avait été créée pour, je le cite, emmerder les États-Unis, la Commission européenne a répondu avec autorité à ces propos, qualifiant au contraire l'Union de plus grand marché de libre-échange au monde et d'aubaine pour les États-Unis. Le président républicain a en effet annoncé hier que les produits européens feraient l'objet de 25% de droits de douane. Nous avons pris la décision et nous l'annoncerons prochainement, a assuré le président américain à l'occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche. Il en a profité pour répéter que le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe était de 300 milliards de dollars, des données contestées par la Commission européenne qui le calcule au contraire à 157 milliards de dollars sur les biens uniquement, mais seulement 50 milliards une fois pris en compte l'excédent commercial américain dans les services. Commission européenne qui a donc averti qu'elle réagirait fermement et immédiatement à de nouvelles taxes douanières du président américain. L'Union européenne protégera toujours les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les droits de douane injustifiés, a-t-elle affirmé. L'Union européenne a été une aubaine pour l'Amérique, a répondu mercredi la Commission à Donald Trump, quand le président américain a au contraire assuré qu'elle avait été créée pour, je le cite encore une fois, entuber les États-Unis. L'Union européenne est le plus grand marché de libre-échange au monde, a affirmé un porte-parole de l'exécutif européen dans un long communiqué réagissant aux propos du milliardaire républicain.
Au chapitre microéconomique, hier, Nvidia, chouchou de la cote US, publiait ses comptes trimestriels. Une publication éminemment surveillée par la communauté financière alors que le secteur de la tech US est pris dans la tourmente DeepSeek. Eh bien, globalement, malgré des investissements pharaoniques consacrés à l'intelligence artificielle générative, Nvidia continue à afficher des résultats impressionnants. En effet, la dernière puce IA de Nvidia, appelée Blackwell, a généré 11 milliards de dollars de ventes au cours de son premier trimestre d'expédition en volume, bien au-delà des 3,5 milliards de dollars attendus par les analystes. Pris globalement, les ventes de Nvidia au T4 se sont élevées à 39,3 milliards de dollars, soit une hausse de 78% par rapport à la même période l'an dernier. C'est largement plus que la croissance moyenne de 11,8% de leurs revenus de ses principaux concurrents que sont Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms et Alphabet. Quant aux guidance ou prévisions de revenus de la société, modélisées à 43 milliards de dollars pour le T1 2025, elles ont également dépassé les prévisions de Wall Street, ce qui a dissipé certaines craintes selon lesquelles la transition vers la gamme Blackwell pourrait provoquer un contretemps à court terme des ventes. Mais après la clôture, le cours de Nvidia était en repli de près de 2%, les analystes financiers ayant noté que la marge brute de 70% anticipée pour le prochain exercice est en baisse par rapport aux 79% dégagés un an plus tôt. Enfin, en France, le Premier ministre François Bayrou a réuni une partie de son gouvernement lors d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration hier, mercredi 26 février. L'objectif, reprendre le contrôle des flux migratoires et définir ses orientations en la matière. Annoncé à la fin de janvier, puis reporté, ce rendez-vous s'est finalement tenu après l'attaque survenue samedi dernier à Mulhouse, au cours de laquelle un Algérien de 37 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'en avoir blessé 7 autres. C'est notamment dans cette optique que le Premier ministre, s'exprimant devant la presse, a indiqué que la France allait demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords entre les deux pays et entre la France et l'Algérie qui, selon lui, ne sont pas respectés. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement français ne peut pas accepter que la situation perdure. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. En Europe, ils devront digérer de nombreuses données, notamment les chiffres de l'emploi en Allemagne, les prix à la production en France et l'inflation en Espagne. En dehors de l'Union, notez que la Suisse publiera son PIB. Je vous rappelle par ailleurs que la BCE se réunit la semaine prochaine. Toute la question désormais est de savoir si les taux doivent encore être baissés alors que l'inflation, bien qu'élevée, ralentit. Toujours est-il que le marché lui anticipe une baisse d'1/4 de point à l'issue de la réunion de la semaine prochaine et 2 autres d'ici septembre. Côté US, les financiers surveilleront une 3e estimation du PIB américain au T4 et les commandes de biens durables sur le mois de janvier. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principaux indices actions ont clôturé dans le vert au cours d'une séance marquée par de nombreuses publications d'entreprises. Adecco, Danone, Stellantis, Aston Martin, Covestro et Deutsche Telekom, par exemple, ont publié leurs résultats. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,15% à 8143 points. À Londres, le FTSE s'est adjugé 0,72% à 8731 points. À Francfort, le DAX a lui engrangé 1,73% à 22 797 points. À Wall Street, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé. Le S&P 500 et le Nasdaq, mettant fin à 4 séances consécutives de baisse. Une séance sans trop de volatilité, même après que Donald Trump a annoncé envisager d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits en provenance de l'Union européenne. Les investisseurs attendant par ailleurs la publication des résultats de Nvidia qu'on vient de commenter à l'instant. Le Dow Jones a reculé de 0,43% à 43 433 points. Le S&P 500 a lui symboliquement gagné 0,01% à 5 956 points. Le Nasdaq a lui engrangé 0,26% à 19 075 points. En Asie ce matin, les nouvelles menaces douanières de l'administration Trump à l'égard de l'UE n'ont pas été en mesure de rassurer les investisseurs. Le Nikkei a gagné 0,3% à 38 256 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a lui reculé de 0,61% alors que le Kospi de Corée du
Sud a cédé 0,73% pour terminer la journée à 2621 points. Sur le marché des rendements souverains, notons que le 10 ans américain a signé hier une 6e séance consécutive de baisse pour clôturer à 4,248%. Sur le marché du pétrole, les prix ont perdu du terrain hier, lestés par les dernières annonces de l'administration Trump sur les droits de douane et par la perte de confiance des consommateurs américains. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a reculé de 0,67% à 72,53 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, a perdu 0,45% à 68,62 $ l'unité. Quant au Bitcoin, il est tombé hier sous la barre des 85 000 $. Rappelons que mardi dernier, le prix du Bitcoin a subi sa plus forte baisse sur une seule journée depuis près de 7 mois. Et désormais, toute la question est de savoir s'il s'agit d'une lame de fond baissière. Nous y répondrons dans les Market Movers de Guillaume Lydie. Et dans un instant, reprenons le cours et le programme de cette émission, puisque nous retrouvons après cette page de publicité le Chronodax d'Éric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.